J'ai resserré mon manteau en posant le pied sur la rue Sainte-Claire, dans le centre-ville d'Annecy, l'air hivernal mordant sur ma peau. La belle époque se dressait juste devant, sa lueur chaude se déversant sur le trottoir. Je l'avais choisi avec soin, assez élégant pour l'occasion, mais pas ostentatoire. Ce soir, c'était le 60e anniversaire de mon père, et j'avais planifié chaque détail pour le rendre inoubliable. L'hôtesse m'a conduite à la salle à manger privée que j'avais réservée, une pièce d'angle avec de hauts murs de briques et un éclairage doux. Des fleurs fraîches étaient disposées au centre de la longue table, celles que papa aimait, des œillets rouges foncés mélangés à des brins de pin. J'étais arrivé en avance, voulant confirmer la sélection de vins, le dessert, et même le placement des chaises. Tout devait être parfait. Pendant des années, j'avais été celle qui maintenait cette famille unie, bien que personne ne semblât le remarquer. Depuis mon petit appartement à Lyon, j'avais envoyé de l'argent pour des factures médicales, des réparations de camions, des frais de scolarité, même pour le toit au-dessus de leur tête. Je me disais que c'était de l'amour, que donner signifiait que j'avais ma place. Mais il y avait toujours une partie de moi qui se demandait si je n'étais pas simplement en train d'acheter ma place à table. Ce soir, je ne voulais aucun doute. Mon père sourirait, ma mère s'adoucirait, et mes frères se souviendraient que j'étais plus que la sœur qui signait des chèques. Je voulais que nous nous sentions à nouveau comme une famille, même si ce n'était que pour quelques heures. J'ai glissé la petite boîte en velours de mon sac à main et l'ai placée discrètement à côté de mon assiette. À l'intérieur se trouvait la montre que papa avait un jour admirée à travers la vitrine d'un magasin, son cadran bleu marine brillant sous les lumières. Elle avait coûté plus que ce que j'avais budgétisé, mais cela m'était égal. Il méritait quelque chose de beau après l'année qu'il avait endurée. Alors que j'ajustais les couverts une dernière fois, j'ai entendu des rires résonner depuis l'entrée du restaurant. Ma famille était arrivée, et avec elle, le début d'une nuit que je n'oublierai jamais. Grandir à Annecy signifiait que mon monde s'étendait de la route des Grandes Alpes au trottoir fissuré de notre quartier. Mais à l'intérieur de notre maison, il tournait autour de mes deux frères. Julien, de 3 ans mon aîné, était le garçon en or, grand, les épaules larges, et doué sur le terrain de rugby. Il portait la fierté de ma mère comme une couronne. Elle se vantait de ses essais auprès de quiconque voulait bien l'écouter, comme si ses victoires lui appartenaient. Puis il y avait Damien, de 2 ans mon cadet, vif d'esprit et pardonné à l'infini. Il avait une façon de transformer ses erreurs en histoires qui faisait rire tout le monde. Les professeurs fermaient les yeux sur ses devoirs à moitié faits, et ma mère excusait chaque rentrée tardive et chaque règle enfreinte d'un hochement de tête et d'un doux sourire. Et moi? J'étais simplement Élise, calme, studieuse, plus à l'aise à la bibliothèque que sur un terrain ou une scène. Mes bulletins scolaires revenaient avec des notes parfaites, mais mes réussites semblaient toujours ne mériter que de faibles éloges par rapport à mes frères. Elle est intelligente, disait ma mère, mais pas un meneur naturel comme Julien. Ou, elle est concentrée, mais Damien a tellement de charme. Chaque qualificatif laissait sa marque. Quand la récession a frappé en 2008, j'avais 15 ans. J'observais mes parents chuchoter au-dessus des factures à la table de la cuisine, les mains de mon père, rudes et agitées, à cause des emplois dans la construction qui ne payaient plus assez, le visage de ma mère se creusant d'inquiétude. C'est cette année-là que j'ai cessé de rêver petit. Tandis que Julien parlait de bourse d'études et que Damien dérivait vers la musique, j'ai décidé que j'étudierais la finance. Les chiffres, au moins, ne pouvaient pas faire de favoritisme. J'ai commencé à travailler à temps partiel dans un restaurant après l'école, économisant chaque euro. Je croyais que si je pouvais aider à porter le poids qui pesait sur notre famille, peut-être qu'alors je serais enfin plus que la fille négligée. Le bruit de pas s'approchant de la table du restaurant m'a ramené au présent, et je me suis préparé tandis que ma famille remplissait la pièce. À l'université Grenoble-Alpes, je pensais avoir enfin commencé ma propre vie. J'avais obtenu une bourse qui couvrait les frais de scolarité et les livres, et entre les cours de soutien en économie aux étudiants de première année et mon stage dans une société d'investissement locale, je me maintenais à flot. Ma colocataire passait ses week-ends dans les bars du Quai Périère, mais moi, je travaillais tard à la bibliothèque, me convainquant que la discipline était la clé de la liberté. Le premier appel est arrivé pendant ma 3e année. Le camion de mon père, celui sur lequel il comptait pour ses chantiers, était tombé en panne. Le garage à Annecy demandait 475 €, de l'argent qu'il n'avait pas. Ce n'est pas grave si tu ne peux pas, a-t-il dit au téléphone. Mais j'ai viré l'argent le soir même, renonçant au manuel que j'avais prévu d'acheter. 2 mois plus tard, maman a appelé pour une facture médicale inattendue. Cette fois, c'était 285 €.
On te remboursera, a-t-elle promis. Ils ne l'ont jamais fait. Puis Damien a eu besoin d'argent pour les frais de scolarité de son université communautaire, 1900 € pour qu'il reste inscrit. J'ai payé ça aussi, en me disant que la famille passait avant tout. En dernière année, près de la moitié de mon salaire de stage était renvoyé à la maison. Après mon diplôme, quand j'ai décroché un poste d'analyste financière à Lyon avec un bon salaire de départ, j'ai pensé que les choses pourraient se calmer. Au lieu de cela, les demandes se sont multipliées. Quand les douleurs à la poitrine de papa ont mené à une opération, les factures étaient astronomiques. L'assurance en a couvert une partie, mais loin d'être suffisante. J'ai vidé mes économies, près de 17 000 €, et j'ai quand même contracté un prêt personnel. Plus tard, j'ai aidé avec l'hypothèque, 11 500 € répartis sur 2 ans pour leur éviter la saisie. Ajoutez à cela les frais de scolarité de Damien et le camion de Julien quand il a été saisi, et j'ai à peine remarqué à quelle vitesse les chiffres s'additionnaient. Je vivais dans un studio meublé avec des chaises d'occasion, je conduisais une Renault en fin de vie et j'achetais mes provisions en gros pour faire durer chaque paie. Pendant ce temps, des dîners de famille et de nouveaux appareils électroménagers apparaissaient chaque fois que je rendais visite à Annecy. Je me disais que c'était temporaire, que mes sacrifices signifiaient qu'on avait besoin de moi, peut-être même qu'on m'aimait. Mais en vérité, j'étais devenu tout autre chose, le distributeur automatique de la famille. Le bourdonnement des conversations à la belle époque a diminué lorsque ma famille est entrée, leurs manteaux effleurés par l'air froid de la rue. Je me suis levé pour les accueillir, serrant d'abord papa dans mes bras. Il avait l'air en bonne santé, les couleurs revenues sur ses joues après l'opération de l'année dernière, son blazer, celui que je lui avais acheté pour Noël, bien ajusté sur ses épaules. Pendant un instant, cette seule vue a fait que chaque sacrifice en valait la peine. Nous nous sommes installés autour de la table. Les menus ont circulé, les bougies vacillant contre les murs de briques. Le serveur a apporté le cabernet que j'avais demandé, et les yeux de papa se sont illuminés quand il a reconnu l'étiquette. Mon préféré, a-t-il dit en me tapant sur l'épaule. J'ai souri, ne disant rien sur le prix de 75 €. Ce soir n'était pas une question de chiffres. Quand le moment des cadeaux est arrivé, j'ai attendu que les autres aient fini. Julien a donné un polo et un livre sur le travail du bois. Damien a fait glisser une photo de pêche encadrée de l'été dernier. Les deux cadeaux étaient simples, attentionnés à leur manière, et papa les a remerciés chaleureusement. Puis j'ai attrapé la boîte en velours à mon côté. Celui-ci est de ma part, ai-je dit en la faisant glisser sur le linge de table. Papa l'a ouverte lentement, et quand l'Omega Seamaster a capté la lumière, son souffle s'est coupé aussi. C'était la même montre qu'il avait un jour admirée dans la vitrine d'une boutique dans la vieille ville d'Annecy, s'arrêtant juste assez longtemps pour que je m'en souvienne. Élise, a-t-il murmuré, la voix épaisse, ses yeux brillaient alors que je l'aidais à attacher le bracelet autour de son poignet. Elle est parfaite. Pendant cette brève seconde, j'ai senti que j'avais ma place. Mais en levant les yeux, j'ai vu que le sourire de Julien était crispé, ses yeux fixés sur la montre avec une ombre que je ne connaissais que trop bien. Damien a laissé échapper un sifflement bas en secouant la tête. Ça a dû coûter une fortune, a-t-il marmonné, moitié blague, moitié autre chose. De l'autre côté de la table, l'expression de maman s'est durcie, ses lèvres pressées l'une contre l'autre, et j'ai vu dans ses yeux non pas de la fierté, non pas de la gratitude, mais quelque chose de plus froid, de plus tranchant, attendant son tour pour faire surface. Le premier commentaire est sorti si doucement que j'ai presque cru l'avoir mal entendu. Nous venions de commander les entrées quand maman s'est penchée en arrière sur sa chaise, souriant d'un air pincé alors que le serveur s'éloignait. Tout le monde ne peut pas se permettre des endroits comme celui-ci, a-t-elle dit, ses yeux se posant sur moi. Mais je suppose que quand on est célibataire sans responsabilité, c'est facile d'être généreuse. Julien a gloussé en levant son verre. Damien s'est joint à lui avec un rire sourd, comme si tout cela n'était qu'une blague inoffensive. J'ai senti la chaleur monter à mes joues mais je me suis forcé à prendre une gorgée de vin au lieu de répondre. Papa a tenté de détourner l'attention, se remémorant un de ses anciens chantiers, mais maman a rapidement frappé à nouveau. Élise, tu dois faire des semaines de 60 heures pour maintenir ton style de vie. Pas étonnant que tu n'aies pas le temps pour la vraie vie. Elle a fait une pause, laissant les mots flotter comme de la fumée. Certaines personnes peuvent être tellement obsédées par l'argent qu'elles en oublient la chaleur humaine. Julien s'est penché vers Damien. Tu te souviens comment elle faisait des feuilles de calcul pour son argent de poche, a-t-il dit en riant. Elle avait 10 ans mais on aurait dit 40. Damien a souri. C'est toujours le cas.
Sauf que maintenant, les feuilles de calcul sont probablement pour son compte en banque. J'ai pressé mes mains l'une contre l'autre sous la table, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. Papa s'est raclé la gorge et a parlé plus fort que nécessaire de son projet de menuiserie préféré, mais sa voix s'est estompée sous le rire. Le souvenir de ma récente rupture a vacillé dans mon esprit, et avant que je puisse le chasser, maman a porté le coup suivant. Marc avait raison. Tu sais, un homme ne veut pas être en compétition avec des chiffres et des délais pour toujours. Les mots ont été plus douloureux qu'elle n'aurait pu l'imaginer. La rupture était encore à vif, et entendre son nom transformé en arme à cette table m'a laissé étourdi. Les bougies vacillaient contre les murs de briques, des ombres s'étirant sur leurs visages. Je me demandais si quelqu'un d'autre au restaurant pouvait sentir le changement à notre table, la cruauté subtile déguisée en plaisanterie, la facilité avec laquelle ma famille faisait de moi la cible de leurs blagues. Chaque rire de mes frères, chaque regard en coin de ma mère était comme une nouvelle incision. Et tandis que j'étais assise là, souriant d'un air crispé, ravalant la douleur, je savais que les blessures commençaient à saigner. Au moment où les plats principaux ont été débarrassés, j'avais l'impression d'avoir mené une douzaine de petites batailles. Mon père a vaillamment tenté de maintenir la bonne humeur, partageant des histoires de sa jeunesse. Mais chaque fois que je parlais, ma mère trouvait un moyen de transformer mes paroles en quelque chose de blessant. Quand j'ai mentionné une promotion récente, elle a souri avec une fausse douceur. Bien sûr qu'Élise gravit les échelons. Elle a toujours su comment acheter l'affection. Les mots ont atterri comme une gifle. Ma fourchette est restée suspendue en l'air, le goût de mon plat avait disparu. Julien et Damien ont ri nerveusement, évitant mon regard, tandis que papa secouait la tête. Aurélie, ça suffit. C'est censé être une célébration. Mais maman n'avait pas fini. Elle s'est penchée en avant, son verre de vin délicatement équilibré dans sa main. C'est vrai, Robert. Tous ces grands gestes, les dîners chers, la montre tape à accent grave l'œil. Élise a toujours été douée pour jeter l'argent par les fenêtres. Elle pense que ça la rend importante. Un rire sec s'est échappé de ses lèvres. Et puis, comme si le moment exigeait la cruauté, elle a ajouté, mais peu importe ce qu'elle achète. Elle ne fait même pas partie de cette famille. Pendant un battement de cœur, personne n'a bougé. Le cliquetis de la vaisselle et le bourdonnement des conversations de la salle à manger au-delà semblaient s'arrêter à la porte. Même le serveur qui portait un plateau s'est arrêté, ne sachant s'il devait s'approcher. La phrase a résonné dans mon esprit, les mots effilochant les années de sacrifice que j'avais portées comme une armure. J'ai regardé ma mère, le port de tête triomphant, puis mon père. Il semblait anéanti, pris entre la loyauté et l'incrédulité. Julien s'est agité sur son siège, soudainement fasciné par son verre d'eau. Le sourire narquois de Damien s'est effacé pour laisser place à quelque chose de plus proche de la peur. Mes mains tremblaient sous la table, mais mon visage est resté impassible, ma respiration régulière. À l'intérieur, quelque chose s'est fissuré, une rupture silencieuse que je savais ne jamais pouvoir être réparée. J'ai attrapé mon verre de vin, le soulevant avec une fermeté qui m'a surprise moi-même. La pièce semblait basculer, tous les yeux fixés sur moi, attendant de voir si j'allais pleurer, me disputer ou m'enfuir. Au lieu de cela, j'ai souri faiblement, la tige du verre froide contre mes doigts, et je me suis préparé à parler. J'ai levé mon verre, la tige stable dans ma main, bien que mon pouls martelait à mes oreilles. Le sourire narquois de ma mère persistait, mais je pouvais voir une lueur de curiosité dans ses yeux quand j'ai finalement parlé. Parfait, ai-je dit d'un ton égal, ma voix assez claire pour porter jusqu'au bout de la table. Alors, ne me demandez plus d'argent. Les mots sont tombés dans le silence comme une pierre. Pour une fois, personne n'a ri. J'ai reposé le verre sur la table, croisant les mains. Soyons honnêtes, voulez-vous ? 17 000 € pour l'opération de papa, 11 500 € pour couvrir l'hypothèque ces 2 dernières années, 7 500 € quand la voiture de Julien a été saisie, 5 500 € pour les frais de scolarité de Damien qu'il n'a jamais terminé, 3 800 € pour le nouveau toit, 2 800 € pour la réparation de la chaudière l'hiver dernier. J'ai regardé les chiffres atterrir, un par un, chacun plus lourd que le précédent. Le sourire de Damien s'est mué en quelque chose de creux, et les épaules de Julien se sont affaissées alors qu'il fixait la nappe. Mon père avait l'air comme si je l'avais frappé, ses yeux grands et interrogateurs. Et ce soir, ai-je ajouté, en désignant les assiettes, le vin, les fleurs. 330 € pour ce dîner. Tout ça pour que papa puisse célébrer avec les gens qu'il aime. Payé par la fille qui, apparemment,
ne fait même pas partie de cette famille. Le visage de ma mère a changé en un instant, le triomphe se transformant en panique. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme pour parler, mais aucun mot n'est sorti. Elle ne s'était pas attendue à ce que je le dise à voix haute, à ce que je révèle le registre silencieux que j'avais tenu pendant des années. Le silence autour de nous s'est approfondi. J'ai levé mon verre à nouveau, pris une longue gorgée, et l'ai reposé sans rompre le contact visuel. La vérité était enfin sur la table, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le serveur s'est approché prudemment, jetant des regards entre moi et ma famille comme s'il évaluait comment entrer dans cette tension. J'ai sorti ma carte de crédit de son étui et l'ai placée fermement dans sa main. En fait, ai-je dit en gardant un ton calme, apportez-moi une addition séparée. Juste la mienne. La tête de mon père s'est relevée d'un coup. Élise, ne fais pas ça. Mais je ne l'ai pas regardé. J'ai gardé les yeux sur le serveur jusqu'à ce qu'il hoche la tête et disparaisse vers la caisse. Le silence qui a suivi était insupportable, ponctué seulement par le tintement de la fourchette de Julien qui l'a posée trop fort. Damien a marmonné quelque chose dans sa barbe, mais je n'ai pas pris la peine de demander quoi. Quand le ticket est arrivé, je l'ai signé rapidement, laissant un pourboire généreux. Ma part, mon dîner, mon vin, rien de plus. Je me suis levé, passant mon sac à main sur mon épaule, et j'ai balayé la table du regard une dernière fois. Leurs visages semblaient plus petits, en quelque sorte, diminués par la vérité qu'ils avaient essayé d'enterrer. Dehors, l'air me mordait la peau, la nuit d'Annecy était vive et claire. J'ai marché devant les vitrines art déco de la place de l'hôtel de ville, la lumière froide des lampadaires projetant de longues ombres sur les briques. Un soulagement m'a envahi à chaque pas. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas responsable de maintenir l'unité de qui que ce soit. Le temps que j'arrive à Lyon, mon téléphone vibrait sans relâche. Les messages vocaux s'accumulaient, papa me suppliant de le rappeler, Julien insistant sur le fait que nous pouvions arranger les choses, Damien plaisantant à moitié mais avec de la panique dans la voix. Je n'en ai écouté aucun. Puis est arrivé le dernier message. La voix de ma mère, rauque mais ferme. Élise, je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit, mais tu ne peux pas simplement t'en aller. Nous ne pouvons pas continuer à payer l'hypothèque sans ton aide. Les factures médicales de ton père ne sont pas terminées. Les cartes de crédit sont au maximum. Tu sais que nous avons besoin de toi. J'ai laissé le téléphone se taire sur le comptoir, ces mots résonnant plus fort que les autres. Ce n'était pas l'amour qu'elle cherchait. C'était la survie. Les semaines qui ont suivi ont été étrangement calmes. Au début, les messages arrivaient quotidiennement. Papa expliquant qu'ils étaient à court pour l'hypothèque. Julien avouant qu'il avait caché leur dépendance financière à sa femme. Damien admettant qu'il avait été expulsé et dormait sur le canapé d'un ami. Chaque appel se terminait de la même manière, avec une version de « Nous avons besoin de toi ». Mais je n'ai pas décroché. Je ne pouvais pas. Pour une fois, je me suis choisi. J'ai réservé un voyage en solo en Corse, quelque chose que j'avais repoussé pendant des années parce qu'il y avait toujours une autre facture, une autre crise. Le bruit des vagues contre les falaises de roches noires, l'odeur du maquis, les couchers de soleil se déversant sur la Méditerranée, tout semblait n'appartenir qu'à moi. J'ai lu des romans sur la plage, laissé le soleil imprégner ma peau, et j'ai senti mes épaules se détendre enfin. De retour à Lyon, j'ai repris le travail plus vive, plus concentré. Mon patron l'a remarqué, louant mon énergie, me confiant de nouveaux projets que j'aurais été trop épuisé pour accepter auparavant. J'ai aussi commencé une thérapie, où j'ai dit à voix haute des choses que je n'avais jamais osé dire, que j'avais acheté de l'amour, que ma famille avait confondu sacrifice et devoir. Pendant ce temps, sans moi, ils ont commencé à s'adapter. Papa a repris des missions de conseil, de vieux contacts dans la construction l'appelant pour des avis. Julien, pressé par sa femme, a finalement établi un budget et s'y est tenu. Damien a trouvé un emploi à plein temps, troquant les nuits blanches contre un salaire régulier. Il ne prospérait pas, mais il survivait. Et pour une fois, je n'étais pas le filet sous eux. Assise dans mon appartement un soir, ma valise encore à moitié défaite de Corse, j'ai réalisé que j'étais libre. Pour la première fois depuis des années, ma vie m'appartenait vraiment. Un an s'est écoulé avant que je ne remette les pieds à Annecy. L'appel était venu de papa. Maman avait eu une légère crise cardiaque. Ce n'était pas mortel, mais cela a forcé une pause, une prise de conscience. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre écrite de sa main, 5 pages de confession brute.
Elle a admis sa jalousie, son amertume, la façon dont mon indépendance l'avait fait se sentir petite. Au lieu d'être fière, écrivait-elle, je t'en voulais. Je t'ai puni pour avoir réussi là où j'avais l'impression d'avoir échoué. Je l'ai lu 3 fois avant de le croire. Le temps et la thérapie l'avaient adouci, rendant ses mots différents, moins tranchants, plus humains. Elle ne demandait pas d'argent, seulement une chance de réessayer. Alors, quand papa a eu 61 ans, j'ai accepté de venir. Nous nous sommes réunis une fois de plus à la belle époque, le même restaurant où tout s'était brisé. Mais cette fois, il n'y a eu ni pique, ni sourire crispé. Quand l'addition est arrivée, Julien a glissé sa carte en premier. Damien a donné de l'argent liquide. Papa a ajouté ce qu'il pouvait. J'ai payé ma part. Ni plus, ni moins. Pour la première fois, je ne portais personne. Alors que les verres se levaient pour un toast, j'ai croisé le regard de maman de l'autre côté de la table. Son sourire était hésitant, mais réel, et pour une fois, je n'y ai pas cherché de pique cachée. Papa a élevé la voix au-dessus du cliquetis de l'argenterie. À la famille, a-t-il dit. J'ai levé mon verre avec les autres, mais le mot avait un goût différent sur ma langue. Je ne faisais pas partie de cette famille à cause de ce que je fournissais. J'en faisais partie parce que j'exigeais d'être vu, d'être respecté, d'être aimé pour qui j'étais. Au final, qu'est-ce qui fait de vous une famille ?